Bonjour Marion et Guillaume. Bonjour. Marion, merci de nous accueillir chez toi. On est dans ta partie logement. Alors, Marion et Guillaume, vous êtes dans le collectif depuis assez longtemps, je crois. Marion, pratiquement depuis le début, dis-moi. Oui, alors nous on a rejoint le collectif mi-2020. On les a rencontrés en mai 2020 et puis ensuite on a eu une réponse favorable pour intégrer en août. Et en fait on venait remplacer le premier foyer qui partait du groupe qui avait acheté le lieu 3 mois avant. D'accord. Et toi Guillaume? Ça fait 4 ans, donc je suis arrivé en 2022. Oui, ça fait 3 ans et demi, en fait, pas 4 ans. Donc toi, c'est au moment où il y a eu, à la suite du premier couple qui est parti, il y a eu une vague De départ et toi tu es arrivé là, à ce moment-là? Voilà. Et moi je suis arrivé à ce moment-là. D'accord. J'ai fait 1 an et demi de location et ça fait 1 an et demi que je suis associé. Associé, d'accord, ok. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé à venir vivre dans un collectif, dans un habitat participatif, Marion? Surtout, alors on va préciser que tu es, tous les deux, vous avez une famille, donc vous êtes 4, hein, Marion? Oui. 2 enfants, de quel âge? Alors mes enfants ont 3 ans et demi et 7 ans. Et donc en fait quand en 2020 on se posait la question de... Enfin on se posait plus l'action justement de rester en Auvergne. Donc on s'est dit puisqu'on veut rester, c'est le moment peut-être d'acheter plutôt que de rester locataire. Et on commençait à chercher dans le modèle très classique, une maison dans la campagne avec un petit jardin. Et dans cette période-là, en même temps qu'on commençait à visiter des maisons, on a de nouveau eu des nouvelles du lieu, parce qu'on en avait entendu parler au moment où le collectif se montait pour l'achat quelques mois avant. Et on se dit, tiens, on n'y avait jamais pensé, mais ça a l'air vachement bien quand même comme concept, allons voir. Et je pense que ça correspondait à la fois, le lieu en tout cas correspondait aux valeurs qu'on cherchait. On vivait dans notre quotidien autrement, avec nos engagements associatifs, professionnels, et aux valeurs qu'on cherche à incarner. Et je pense qu'un des gros facteurs déclenchants, c'était aussi les angoisses de l'avenir écologique. Ah oui, et ça se joue. dire que finalement, vivre dans un lieu qui cherche à construire de la résilience, ce serait peut-être pas plus mal que d'être tout seul et d'essayer de construire cette résilience tout seul, parce que on est assez persuadé avec mon conjoint que ensemble on peut aller plus loin, même si on va moins vite, c'est sûr. Et donc à l'époque on avait seulement notre fille et mon deuxième est né aux semaines, 3 mois après qu'on ait effectivement déménagé. D'accord, ok. Et toi Guillaume? En partie les mêmes raisons, hein. Il y a une prise de conscience écologique, il y a un rapport distancé à la question de la propriété. Et donc là justement c'est une manière, d'autre manière, moi je suis même si j'avais 45 ans, c'est la première fois que je fais acte de propriété en étant associé d'une SCI. Ça t'a pas fait peur? Pas du tout. Non, au contraire. Non, mais au-delà de ça, je dis ça parce qu'il y a aussi une logique dans ce projet anti-spéculatif qui m'intéressait. En fait, je devais atterrir sur le territoire. Je devais atterrir dans ce point-là. Et j'ai rencontré le lieu en cherchant qui correspondait à beaucoup d'engagements politiques que je pouvais avoir, politique au sens large aussi bien sur la question de la spéculation, de la propriété privée que écologique. Et voilà, je viens d'une formation d'architecte, donc voilà, la question de venir densifier du bâti ancien, éviter l'artificialisation des sols, tout ça me parle. Et le dernier élément, c'est que je pense effectivement que c'est par le collectif qu'on arrive à sortir la tête de l'eau. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup la manière dont on prend des décisions, dont on se déplace, dont on travaille collectivement à un bien-être commun. Alors toi tu as un enfant, hein? 2 enfants? 2 enfants. Ok, quel âge? 11 ans et 8. 11 ans et 8 ans, d'accord. Oui, il y a beaucoup d'enfants sur le domaine, hein? Énormément. Autant que d'adultes. Ah oui, autant que d'adultes, d'accord. Plus l'école, ça fait effectivement, ça grouille d'enfants et c'est génial. Je précise que en fait, quand vous êtes arrivé, il n'y avait que des chambres d'hôtes. Et donc vous avez décidé d'en faire 9 logements. Hein, voilà, donc c'est en partie fait, on peut dire. Hein. Comme ici. Quasi, oui, il est magnifique cet appart. Là franchement, il est superbe. Donc c'est vraiment un travail de groupe, effectivement. Et depuis, donc ça fait combien d'années, toi, Marion? 4. Enfin, on a emménagé depuis 4 ans et on était impliqués dans le projet pendant 1 an avant ça. On était déjà pas loin. 4 ans et 3 ans et demi, oui, donc assez proche. Et si vous regardez donc en arrière, sur ces 4 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette expérience? Alors j'entends par là, qu'est-ce que vous en avez sorti? Comment vous êtes aujourd'hui? Je pense que vous en êtes grandi de cette expérience. Vous avez traversé des moments difficiles, je crois, douloureux, notamment toi, puisque tu es vraiment là depuis le début. Il y a eu quand même des départs qui n'ont pas été simples. Tout ce qu'on a appris, je pense que j'oublierai plein de choses, mais je pense que ça peut se résumer à rester en mouvement. C'est-à-dire rester en mouvement. En fait, un collectif, ça fait toujours bouger, déplacer, ça vient en permanence questionner, ça vient en permanence éclairer nos zones d'ombre et on se dit « Ah, faut que je sois prête à aller les regarder là, parce que... Bon, ok. » Et ça implique de justement continuer à grandir, à évoluer et pas se figer sur ses positions et pas se crisper.
Et c'est du coup des apprentissages permanents. On n'est pas le même collectif qu'il y a 5 ans et on n'est pas le même que dans 5 ans. Et c'est très bien comme ça. Donc cette remise en question permanente. Voilà, et je pense que c'est un des éléments où, quel que soit le collectif, en fait, il faut y être prêt, s'y attendre, et que ce ne sera pas toujours confortable, effectivement, parce que bouger, des fois, on est programmé pour se dire si tout va bien, on ne bouge pas, c'est bon, on a survécu jusque-là, on continue comme ça. Sauf que le collectif vient à l'encontre de ça, et il faut être prêt à l'accepter et à justement voir tout ce que ça peut nous amener, comment ça peut nous enrichir. Parce qu'effectivement, sur le collectif initial, on en est arrivé après le premier départ, on avait innocemment, on se disait c'est bon, tout le monde est content d'être là, et puis 1 an après, ou 1 an et demi, il y avait 5 foyers sur 9 qui disaient qu'ils voulaient quitter le projet, donc on s'est retrouvés dans un moment un peu. Je me souviens de cette réunion dans la cuisine en mode, avec les 4 foyers qui voulaient rester, on fait quoi? On tient le coup, on essaye de construire un truc, ou dommage, ça a échoué. Et bon, on avait fait le choix d'essayer de continuer, mais ça n'a pas été simple, parce que finalement on était très peu, il y a eu des départs conflictuels, donc c'était émotionnellement pas toujours facile à vivre. Mais en même temps, c'est une période aussi tumultueuse qui a été la tempête, très enrichissante, parce que ça nous a permis de justement aller clarifier plein de choses qui n'étaient pas, de préciser c'était quoi la vision, c'était quoi le projet, pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et donc, ensuite de pouvoir dire, venez, c'est ça qu'on veut faire, si ça vous parle, venez au domaine du possible, si ça vous parle pas, c'est pas grave, juste ce sera autre chose qui vous conviendra. Et donc c'était très riche. Et puis là je parle du faire, mais ça nous a appris aussi beaucoup sur la manière d'être ensemble, tout au long du projet. Et c'est plein de manières d'être. D'apprendre à vous connaître aussi, vous individuellement. Que finalement on continue à pratiquer au quotidien dans le projet. Et bon, là je parle beaucoup du collectif, de ce que ça nous apprend en tant qu'adultes, mais moi, je pense que le plus extraordinaire en vivant ici, c'est de voir les enfants s'épanouir, vivre leur vie, être autonomes. Ils ont toujours plein de copains? Justement, on nous reproche quand les copains sont pas là, à l'inverse. Et puis de voir que y a plein d'adultes différents qui peuvent rapporter plein de choses, que papa, maman, ils ont ce modèle-là, mais il y a plein de parents qui ont d'autres modèles, d'autres parentalités, qui donnent pas les règles de la même manière, et que c'est ok. Et qu'ils peuvent aller apprendre d'autres choses vers d'autres adultes, et auprès des autres enfants aussi. Donc c'est vraiment très riche, et c'est vraiment un plaisir de les voir s'épanouir dans ce cadre-là. Merci. Et toi, Guillaume? Ça fait partie des motivations, qu'on a passé tout à l'heure, mais effectivement, proposer un autre modèle aux enfants pour montrer qu'il y a une autre façon d'habiter, qu'il n'y a pas que la manière de la maison unifamiliale, qui est très bien aussi, que je ne rejette pas, mais qu'il y a d'autres façons de vivre et que ça crée d'autres dynamiques. Et donc là, c'est assez intéressant, parce que moi, je suis en foyer, on est séparés, donc ils vivent vraiment 2 états. Vous avez garde alternée? On a plus ou moins, voilà, et donc en fait, ils vivent les 2 modalités, sachant que là-bas, c'est aussi quand même, il y a une vie de village, et il y a un esprit collectif aussi autour d'eux. Mais là, il voit bien le déplacement que ça opère, la question des autres formes de parentalité. Et ça, pour moi, c'est une dimension importante de dire, voilà, quelle est dans une éducation, quelle éducation, quel modèle et quel modèle on peut transmettre ou quel modèle on peut les confronter. Il y a cette volonté de venir faire un pas de côté pour leur ouvrir les imaginaires. Et moi, je suis arrivé effectivement en pleine crise dont elle parle. C'est pour ça aussi que je suis resté en location, parce que j'avais besoin de savoir quelle orientation prenait le collectif entre ces 2 blocs qui s'opposaient, s'affrontaient un peu. Donc il y avait la possibilité de louer sans rentrer dans le capital. Voilà. Et ponctuellement, notamment, là, c'était lié à des personnes parce que dans les départs, il y a des départs où les gens partaient et ça ne pose pas de problème. Il y en a d'autres qui partaient avec une envie dans des coups, je ne sais pas exactement, mais non. Là, pareil, il y avait un foyer qui était parti, et donc j'avais pris en location. Et avant d'intégrer un nouveau associé, il fallait clarifier la situation du collectif. Ça t'a pas fait peur d'arriver dans ce contexte? Non, au contraire, au contraire, c'est très intéressant, effectivement, parce que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas de collectif sans conflit. Le conflit fait partie de la société, et la question c'est quelle importance on donne. Donc à un moment donné, c'est un collectif qui s'est monté très rapidement suite à une opportunité foncière. Donc, il y en a qui ne se retrouvent pas, c'est logique, que ça explose en conflit, c'est dommage, mais c'est là. Et au contraire, moi, ça m'a permis aussi de bien identifier, en fait, de savoir qui était là, qui était autour de la table. J'étais beaucoup en observateur, je venais de temps en temps des réunions. Et de me rendre compte que ce que j'entendais dans une partie du collectif qui voulait continuer, je me retrouvais aussi dans ces argumentations. Et sur les mondes de bonheur, je pense qu'en fait, il y a aussi. On éprouve beaucoup de situations de déplacement, de zones d'ombre, et en fait, le fait de réussir à dépasser tout ça crée aussi un monde de bonheur pour moi. Je parle souvent d'une dimension spirituelle sans rien de religieux, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui échappe à notre propre individualité. C'est à un moment donné, le collectif fait le collectif. Et là, quand on sent cette énergie-là, autour d'un désaccord,
parce que l'énergie est présente autour d'un désaccord, et comment ce désaccord avec le nouveau collectif, on traite aussi des désaccords, mais ça n'engendre pas de conflit, on arrive à les dépasser, c'est là où pour moi c'est le plus grand moment de bonheur. Alors, vous avez chacun un petit peu vos, je veux dire, vos appétences, moi j'ai entendu parler des poules, que Marion, tu prenais plus particulièrement ce volet en charge. Alors c'est un exemple juste parce que j'ai entendu celui-là, mais on l'oublie si vous voulez. Il y a plein d'activités, plein de choses à faire, forcément. Vous avez, je pense, un tableau ou quelque chose, enfin, comment vous vous organisez? Vous avez des chambres d'hôtes? Vous avez, enfin, il y a plusieurs choses, et donc comment vous, est-ce que chacun s'inscrit dans, enfin, comment ça fonctionne? Dites-moi. Ça fonctionne de plein de manières différentes suivant l'endroit, parce que justement toute l'organisation est toujours en cours de création. Donc je pense que si tu cites les chambres d'hôtes, c'est un des endroits les plus organisés, parce que on est en interaction avec un accueil de public, donc on ne peut pas se louper. Si on n'a pas de petit déjeuner le matin pour les hôtes, on n'a plus personne qui réserve. Donc là, c'est un endroit très organisé, avec effectivement un tableau, des tâches, on s'inscrit, on vérifie toutes les semaines, etc. Donc ça, c'est chacun, tout le monde participe. On s'est donné des règles sur qu'est-ce qu'on considère équitable comme répartition, comment on peut déroger à la règle si finalement je ne veux pas faire d'accueil touristique, comment je le compense. Donc, avec ça et l'organisation des travaux, je pense que c'est les deux endroits les plus organisés, où on a même un bout de règlement intérieur écrit. Le seul. Mais c'est le seul écrit. Et en même temps, il y a plein d'autres endroits où les choses se sont organisées de manière assez organique, parce qu'il y avait un truc à faire et quelqu'un était ok pour s'en occuper. Et puis, je cite les poules, moi c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. J'avais envie d'y mettre de l'énergie, j'ai mis de l'énergie avec d'autres. On a lancé un poulailler. Moi, ça me plaît de le faire au quotidien, et c'est ok avec tout le monde. Je passe plus de temps sur les poules, mais en même temps, je passe moins de temps ailleurs. Et on l'a jamais défini. On a plutôt acté un truc qui s'est installé et qui convient à tout le monde. En fait, tout peut bouger, voilà, tout peut se rediscuter, quoi. Et il y a d'autres endroits qui sont totalement désorganisés, par exemple entretenir nos espaces extérieurs. Il n'y a pas aucune règle, aucune organisation définie, et ça marche cas en cas. Alors ça, est-ce que ça ne va pas venir dans un deuxième temps, parce que là vous êtes encore en train de finir les logements. Donc vous avez. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous travaillez tous à l'extérieur. Il y a plein de questions d'entretien, et puis il y a plein de questions aussi de savoir comment accompagner une forêt dans un registre de changement climatique à 200 mètres d'altitude. Voilà, on ne sait pas encore en fait. Mais donc voilà, donc ça supposerait. Ça viendra tout ça. Oui, je pense que ça viendra. C'est vrai qu'on est très occupé. Il faut aussi prendre en compte que le collectif est au complet que depuis le mois de décembre dernier. Ça fait que 6 mois. Bon, on en a un qui est parti en permission. Mais voilà, donc jusque-là, le collectif était en recomposition. Donc là, effectivement, depuis 6 mois, on est au complet. Donc on espère dans 6 mois finir une grosse partie, enfin 90% des logements. C'est-à-dire qu'il reste encore des choses à faire dans le logement, mais on sera moins dans cette urgence-là. Et c'est vrai que là, on va peut-être pouvoir aussi mieux s'organiser, parce que de toute façon, on ne peut pas maintenir tout ça. Par exemple, ce serait intéressant avec le parc d'avoir un travail avec une école d'agriculture peut-être, et de voir si justement celui-là, on fait déjà ça un peu, il y a des chevaux qui viennent en pâturage l'été, il y a un fermier qui fait les foins dans la prairie. Voilà, il y a des modalités de fonctionnement, et tout ça prend du temps, de toute façon. Tout ça prend du temps. Mais vous avez du temps. Oui, on a plein de temps. Et après, effectivement, c'est beaucoup d'énergie à consacrer ici, mais c'est aussi une manière peut-être de lâcher prise un peu avec les obligations sociales d'une société à bout de course pour revenir à des choses plus essentielles qui sont savoir s'occuper de la terre, savoir changer de fenêtre, savoir des choses de la vie courante qu'on a peut-être un peu oublié dernièrement, et se concentrer là-dessus. Je dis ça, j'arrive pas. Alors vous vous réunissez tous ensemble une fois par semaine 2 heures, et vous avez le temps de faire quand même des repas partagés, des choses ensemble. Il y a les week-ends travaux qui sont un moment de convivialité important. C'est à la fois un moment du faire, mais aussi un moment de être ensemble très. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on ne fait pas beaucoup de chantiers participatifs, parce que c'est un moment où on sent qu'on a besoin d'être entre nous et d'avoir ce temps-là ensemble. Et après, il y a des choses plus informelles, on va dire. Par exemple, on essaye d'instaurer la soirée vendredi soir pizza, à laquelle on ne déroge pas chez les collants, voilà. mais qui n'est pas une obligation collective. C'est plutôt, tiens, il y a ça, on a envie de venir, on vient. On ne s'intéresse pas, on ne vient pas, c'est pas grave. Bon, alors, un mot, en tout cas, très rapidement. Si je te dis, Marion, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans cette vie en habitat participatif? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui te... Être ensemble. Le fait d'être ensemble. Et qu'est-ce qui vraiment... le maillon faible? Être ensemble aussi. C'est excellent, excellent. C'est là où on tire le plus de plaisir, et c'est là où ça vient gratter de son compte à l'autre. Intéressant. Guillaume, est-ce que tu vas me répondre la même chose? Non, mais oui, l'énergie collective, et surtout partager cette énergie collective avec les enfants. Pour moi, c'est quelque chose qu'on vit là, et le fait de les partager, de voir les enfants, les mecs qui sont en train de grandir, de voir leur intérêt, leur curiosité par rapport à ça,
c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement fort. Mm. Après, à ça s'ajoute la qualité du lieu. Voilà, on est dans un habitat participatif quand même très confortable et vraiment, tout est un bien-être. Donc, ouais, non, vraiment, l'énergie collective. Surtout que vous n'êtes pas isolé quand même, vous n'êtes pas très loin de Clermont-Ferrand en fait. Hein. Oui. C'est ça, hein. Donc bon, il y a toutes les commodités. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonjour Paul. Alors, de ce que j'ai entendu, ce grand domaine était à vous. C'était votre propriété avec vos frères. Vous l'avez vendu en 2019 au collectif du domaine des possibles. Ils n'étaient pas les seuls acquéreurs. Pourquoi vous avez choisi de vendre à ce collectif de personnes précisément? Le domaine a été acheté par mon grand-père, a été repris par mes parents et par deux de mes frères et moi en l'an 2000 environ. Parce que un jour dans le notaire, il s'est trouvé que Alain et Valérie avaient le même cabinet notarial. Et nous on était très ennuyés parce que nous avions des très bons contacts avec des gens sympathiques. On avait même fait un inventaire de meubles 15 jours avant la décision devant le notaire. Et on ne savait vraiment pas comment départager les successeurs éventuels. Et puis c'est tombé comme ça, le notaire a dit, donnez donc à eux, puis voilà. Une fille, on a dit ok. Et le fait que ce soit un collectif de personnes, hein, donc un habitat partagé, ça ne vous a pas fait peur? Non, c'était la SCI, ça vous a convenu? Pas du tout. Non, ça vous a pas dérangé du tout. Et ce qui est atypique, c'est que donc vous, votre maison, elle est presque attenante au domaine, hein, elle fait partie en fait, hein, elle est juste là derrière. Donc vous habitez votre maison, vous continuez à rester ici, et vous louez un petit peu de temps en temps, ou je sais pas, vous allez me dire, une des chambres d'hôtes du domaine. Donc vous êtes quand même assez souvent en relation avec tout ce collectif de personnes. Comment ça se passe? Bon, moi j'ai acheté une petite parcelle qui était le potager de la propriété. Parce que je voulais rester alternant, j'ai acheté une petite parcelle à mon père et j'ai fait construire une maison dans les années 80. Bon, j'avais l'habitude de garder une chambre ici, ma chambre tant qu'on était entre frères, après la mort des parents, donc on est resté là, mon frère Michel et Catherine, et moi j'ai gardé une chambre ici parce que j'aime la maison et d'autre part chez moi c'est pas trop bien chauffé. Et après avoir vendu, pas tout de suite, mais plus tard, j'ai dit, pourquoi pas, je prendrai une chambre d'hôte quand j'ai froid chez moi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pris l'habitude d'être pas mal de temps, petit à petit, en dehors de 3 mois d'été, où là je repars chez moi à temps complet. 3 mois d'été pendant lesquels le domaine des possibles ouvre cette chambre aux hôtes. Et c'est du temps, je me trouve encore entre les deux maisons. Sachant que je prends tous mes repas, j'habite chez moi, mais je couche ici. Voilà. D'accord. Et quel est votre regard sur ce type de lieu où des personnes achètent ensemble, partagent ensemble, ce qu'on appelle un habitat partagé, participatif? C'est quoi votre regard par rapport à ça? Moi, je ne suis pas au courant de tout. J'ai pas à m'immiscer. Vous n'avez pas de part? Faire partie de bon et des soucis et des bons moments et des soucis que pose l'habitat partagé. On m'en parle pas beaucoup. Mais de loin, je vois que à l'heure actuelle, en ce moment, ça semble marcher vraiment bien. Que les occupants sont très sympathiques. Trop gentils avec moi d'ailleurs. Trop gentils? Trop gentils. Pourquoi trop gentils, vous avez envie qu'ils soient moins vu mon âge, ils me respectent un peu mieux. Oh. Jeune. Non, mais ça, il y a beaucoup d'enfants aussi, hein? Alors voilà, les enfants, ça met une belle ambiance. Franchement, moi je me trouve vraiment encore un peu chez moi. Et j'en suis très heureux. Oui, c'est une façon, en fait, ça vous a permis de rester chez vous. On va se brouiller avec eux. Et l'école qui est aussi à côté de ma maison, maintenant, je participe un peu, vu que les enfants passent parfois dans mon jardin pour ramasser les fraises, ou de la ciboulette. Ils sont grondés, mais moi par la maîtresse, moi j'accepte ça. Donc je suis là un peu intégré ce collectif en passant par l'école. Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment tout près de chez vous. L'école est vraiment à 10 mètres de chez moi, quoi. 20 mètres. Je vois les professeurs, je vois les parents que je commence à connaître.
Je suis intégré au collectif, je suis intégré à l'école, et pour moi, c'est pour le mieux. Et oui, ça vous a permis de rester au domaine. Et donc, mais non, mais c'est vrai, c'est quand même très agréable. C'est bien. Et je crois qu'il vous apprécie aussi. Valérie, salut. Alors, je te remercie de prendre ce moment, puisque tu es dans le dernier jour de classe. On va reparler de cette école alternative que tu as créée. Mais dans un premier lieu, tu es carrément à l'origine, mais vraiment à l'origine, de ce projet d'habitat partagé. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? Surtout, comment tu as eu vent de ce lieu et comment tu as eu l'idée qui pouvait, toi, t'intéresser, c'est énorme, hein, je crois qu'il coûtait 800 000 € quand même, et avec cette idée de, moi toute seule, j'aimerais bien faire un habitat partagé. Dis-moi un mot, s'il te plaît. En fait, ça s'est pas fait d'un coup. Il y a eu plein de choses, en fait, de fils déjà dans ma vie, les tirés, qui m'ont amené à ce projet. Et puis à un moment donné, tout s'est mis ensemble. Mais je crois que la première chose, c'était à la naissance de mon fils. J'ai eu tout d'un coup, en fait, très fortement conscience des enjeux environnementaux. C'était donc en 2005 et je me suis dit, alors à l'époque, voilà, je ne sais plus si c'était exactement 2005, mais dans ces années-là en tout cas, j'ai aussi découvert Pierre Rabhi et puis l'histoire, la fameuse histoire du colibri, de faire sa part, etc. Donc pour ne pas rester justement sous l'impression de ne rien pouvoir faire et d'être complètement, de subir en fait les changements climatiques, etc., je me suis dit, bah oui, moi aussi je vais essayer de faire ma part. Donc j'ai monté une association de sensibilisation aux enjeux environnementaux en région parisienne où j'y vais à ce moment-là. Et puis je suis allée rencontrer les oasis, et puis je suis allée notamment aux Amanins. Donc voilà. Et puis dans les années qui ont suivi, justement, Rabhi a commencé à développer les oasis, avec l'idée que finalement c'était des groupes, des petits groupes en fait, qui pouvaient être le plus résilients. Donc c'est un peu là que cette idée a germé. En plus moi, dans ma vie, il se trouve que j'ai grandi en pension, que j'ai vécu en coloc longtemps, et donc j'ai toujours aimé en fait vivre avec des gens. Donc il y avait quand même ce terrain-là. Voilà, et puis après, des années plus tard, j'étais installée en Auvergne. Je me suis séparée, c'était un peu brutal, je me suis retrouvée avec mes enfants et puis beaucoup moins de moyens de me reloger. Et au même moment, dans la classe de ma fille, il y avait un groupe qui avait acheté un terrain pour construire un immeuble et vivre ensemble, justement, dans cette dynamique de résilience. Et je me suis dit, mais c'est génial. Mais oui, bien sûr. C'est ça que je veux, en fait. C'est dans un lieu comme ça que j'ai envie de vivre. En partie justement pour ces raisons écologiques, avec l'envie de, ensemble, essayer de changer nos modes de vie, notre relation à la nature, notre mode de consommer. Et puis voilà, plein de choses aussi au niveau de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de mutualiser des machines, des frigos, des machines à laver, bientôt des voitures. Voilà, donc toutes ces envies-là étaient derrière justement ce projet initialement. Et puis comme moi, j'ai travaillé toute une partie de ma vie dans le théâtre, j'avais aussi envie d'avoir un lieu où il puisse y avoir des choses culturelles, peut-être pourquoi pas une programmation. Et puis comme j'ai aussi pratiqué longtemps et enseigné le Qigong, j'avais envie d'une belle salle de pratique, de pouvoir faire des stages. Voilà, il y avait toutes ces envies, et donc je me suis mise à visiter toutes les propriétés, les grandes propriétés qui étaient à vendre dans la région. Et il faut quand même dire, que donc j'ai été séparée et j'avais plus donc les moyens vraiment de me loger, enfin en tout cas tel que nous étions logés avec mon mari. Après, parce que j'étais en plus dans une période de reconversion professionnelle, j'avais monté un grand projet qui avait capoté, donc je me retrouvais sans travail, sans maison. Et j'avais pas un sou en fait, hein, quand même, voilà, c'est ça que je voulais dire au départ. Et puis j'avais du coup pris conscience aussi de la situation des femmes. Enfin, des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, parce qu'on construit une partie de sa vie, on investit dans une maison justement, où on pense qu'on va finir ses jours, et puis on se sépare et on se retrouve avec la moitié de l'argent de sa maison. Et dans l'époque actuelle, en fonction de son salaire, on ne peut pas forcément se reloger. Et donc, dans l'idée de ce projet, il y avait aussi, parce qu'il y a plusieurs formes d'habitat participatif, hein, il y en a qui coûtent d'ailleurs très cher, parce que souvent les gens veulent faire bien et construisent des lieux, des bâtiments passifs, etc. Donc ce qui est super. Mais nous, moi c'était plutôt l'idée justement qu'en se mettant ensemble, ça coûte moins cher aussi. Et que des gens dans des situations financières un peu plus délicates, ou alors des gens passionnés qui avaient envie de monter des projets de maraîchage, de créer des écoles alternatives, enfin ce genre de choses pas très rentables, puissent vivre dans des lieux comme celui-ci.
Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a réfléchi beaucoup avec Alain au départ sur comment vivre ici pour que ça ne coûte pas très cher. Une fois le ticket d'entrée payé, qui est lui-même relativement peu élevé, puisque c'est 140 000 € maintenant pour une famille avec un logement, souvent des logements en face qui sont spacieux. Donc voilà, c'est déjà... Mais aussi, on a des chambres d'hôtes qui nous permettent qu'on gère nous-mêmes et qui nous permettent de rien payer quasiment en fait. Donc, tout ça, oui, Alain m'a expliqué que les gens mettent 140 000 € en arrivant, mais après, ils ne payent pas de loyer et pas de charge. Ouais, un petit peu de charge, mais très peu. Très peu. C'est l'activité touristique qui vous permet de vivre de ça. Voilà. Et donc, ça effectivement, permet d'entrer dans des formes de résilience ou d'avoir des activités professionnelles moins rentables. Il y a une dimension vraiment importante pour moi et que j'aimerais du coup partager, c'est que comme je le disais, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail, et en fait j'étais vraiment dans une période où j'avais décidé que rien ne se mettrait entre ce projet et moi et que je laisserais aucune place au doute en fait. Donc j'ai beaucoup pratiqué la méditation dans ces époques-là, et à chaque fois que l'idée que ça pourrait ne pas marcher surgissait, je la balayais radicalement, c'était un choix. Et donc voilà, c'était peut-être pour dire que parfois il faut y croire, c'est pas facile, mais que quand on garde le focus, ça peut se réaliser. Oui, quand on se dit de toute façon ça marchera. Voilà. Et donc maintenant, ça fait 5 ans et demi, vous avez traversé des moments difficiles. Dès le début, il y en a qui sont partis, il y a eu un gros conflit au bout d'1 an, je crois. Donc il y a 5 foyers qui sont partis. Oui. Dis-moi si je me trompe pas. Voilà, 5 foyers qui sont partis, 2 qui sont arrivés. Tout ça, bon là c'est stable, vous êtes 9 foyers, avec plein d'enfants. C'est, le groupe est stable depuis décembre, je crois, donc 6 mois. Oui, enfin, il y a des gens, disons, un nouveau noyau s'est recomposé, ça fait à peu près 3 ans. Ouais. Voilà. Et puis, effectivement, il y a eu d'autres entrées. Là, récemment, on a accueilli 3 autres foyers sur les derniers mois, mais dont Caro qui vivait déjà avec nous. Donc, disons que voilà, ça fait 3 ans, 3 bonnes années qu'on a reconstitué un noyau solide. Et puis, voilà, les autres sont arrivés après. Alors, quel regard tu fais de tout ce chemin parcouru, de cette expérience, avec les hauts, les bas, enfin, qu'est-ce que tu en tires, toi ? Moi, je suis vraiment heureuse de l'état du collectif actuel. Effectivement, on est 9 foyers, mais aussi on a un foyer en location, et puis surtout notre cher et bien-aimé ancien propriétaire, Paul, qui va avoir 90 ans dans quelques jours, et qui nous fait la joie de vivre avec nous. Donc je suis vraiment heureuse de ce collectif. C'est même au-delà de ce que je pouvais espérer. C'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir des gens, je trouve, qui ont une grande intelligence émotionnelle et relationnelle. Et c'est, oui, moi je crois au-delà de ce que je pouvais espérer, de partage, d'écoute, d'attention les uns aux autres, de joie. Et puis je crois que chacun, il y a cette dimension aussi intergénérationnelle qui fonctionne. Et j'ai l'impression que tous les gens qui sont ici sont heureux. Ça se transparaît en tout cas, ça transpire. Donc ça, c'est, bien sûr, c'est super. Et puis effectivement, on essaie. Alors, on a été très concentrés sur les logements parce qu'on a une grande phase de travaux qui n'est toujours pas terminée, mais qui aussi contribue à souder le groupe parce que en fait, finalement, les week-ends et les semaines de travaux qu'on fait tous ensemble, c'est vraiment des moments qu'on aime tous. On apprend plein de choses, on a la sensation, puisqu'on construit des choses, d'avoir un pouvoir sur notre vie en apprenant. Bricoler, c'est génial en fait. Faire des travaux, en fait, ça construit intérieurement, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi, c'est mon recul, mon expérience par rapport à ça. Et donc on s'est beaucoup concentré là-dessus. Donc tout le volet, j'allais dire, écolieu, il est encore en construction. On va avoir, je pense, une maraîchère là, c'est sûr, qui s'installe au printemps prochain sur le domaine. C'était vraiment un souhait qu'on avait depuis longtemps. C'est en plus une maraîchère militante, en sol vivant. Voilà. Il y a encore des logements dans un premier temps, ils seront ailleurs, logés ailleurs. Ah, d'accord. Et puis, on a encore des perspectives pour les intégrer. Okay. Voilà, donc, alors moi je suis ravie donc, de cette évolution. Et moi, sur le plan personnel, j'ai énormément grandi, mûri. C'est une école aussi, je trouve, de travail sur soi. C'est sans concession, parce que l'autre est un miroir qui nous renvoie notre propre image. Donc personnellement, j'en ai pris pas mal dans la tête. Parce que, oui, j'avais plein de choses que je ne voyais pas en moi, comme tout un chacun. Je veux dire, je ne suis pas la seule, ni plus ni moins sans doute, mais ça m'a beaucoup, beaucoup fait grandir et ça continue de le faire. Donc je dis souvent que c'est un accélérateur d'évolution personnelle. Moi, ça m'a fait cet effet. Donc super. Et tu te vois retourner dans un logement, une maison individuelle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ça m'effleure l'esprit. Parfois, je me dis, c'est vrai que quand même, quand j'avais rien à faire de mon week-end,
c'était bien. Mais en vrai, je pense que je reviendrai très très vite à nouveau. Et puis, non, je ne referai pas le chemin. Et on en vient, donc toi tu as créé, et tu voulais ce lieu, je crois, parce que tu avais la possibilité de le faire, tu as créé une école. Est-ce que tu peux me parler de cette école? Bien sûr. Donc, cette école, elle s'appelle l'École sous les arbres. Voilà. C'est pareil, c'est un projet que j'avais en fait depuis longtemps en moi, voilà, j'ai commencé, puisque j'avais des jeunes enfants, à m'intéresser à toutes ces pédagogies dites alternatives, à visiter d'autres écoles, à me former, à faire des stages, parce que j'avais envie, notamment aux Amanins, toujours, chez Pierre Rabhi, avec Isabelle Pouli. Et puis, voilà, le temps a passé, j'ai tourné la page du théâtre pour des raisons personnelles par la suite. J'ai enseigné au conservatoire pendant quelques années, le théâtre. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose. Et puis je me suis dit, bah tiens, avec toutes les flèches que j'ai dans mon arc, peut-être que je ferai une bonne enseignante. Et je me suis dit, allez, je vais créer l'école de mes rêves. Enfin, longtemps, je me suis dit, si j'avais de l'argent, je créerais l'école de mes rêves. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai pas d'argent, je vais faire l'école de mes rêves quand même. Donc, voilà, ce domaine, je l'ai vraiment cherché pour ça, avec l'idée de cette école. Et voilà. Et puis après, j'ai eu la chance, parce que je ne l'ai pas faite toute seule, mais de rencontrer des parents qui m'ont aidée. Et effectivement, on ne l'a pas fait tout de suite ici, parce que moi j'avais vraiment hâte de commencer, mais les travaux n'étaient pas faits. Et donc on a eu la chance de commencer à quelques kilomètres d'ici et d'avoir un lieu magnifique aussi, d'ailleurs, qu'on nous a prêté, c'était incroyable, pour la première année. Et puis ensuite, on a fait les travaux ici, avec les parents. Alain aussi nous a beaucoup aidé dans ce projet. Et voilà, alors, comment ça se passe? Septembre 2022. Septembre 2022, donc comment ça se passe? Il y a combien d'enfants? Il y a 27 enfants à la rentrée prochaine. On a commencé à 14, là on est à 27. Donc il y a toi, qui est donc la directrice de l'école. Et on est deux éducatrices en 6-12. On se partage le temps en 6-12. Et moi je suis aussi avec les 3-6 avec ma collègue, qui est la référente 3-6. D'accord. Deux ambiances, c'est 27 enfants dans une très très grande salle, c'est partagé en deux. Plus le parc, c'est tout le temps dans la forêt. Moi je les ai entendus. Voilà, et plus le parc. D'accord. Alors la pédagogie, c'est quoi? Alors la pédagogie, c'est des pédagogies, parce que moi on ne voulait pas être enfermé dans une pédagogie type, plutôt se donner la liberté d'explorer tout ce qui me semblait intéressant, et même d'inventer. Mais au fil du temps, on est quand même bien tombé dans la pédagogie Montessori, parce qu'il y a d'abord un matériel génial, évidemment, mais différents postulats qui sont, moi je trouve, vraiment incroyables. Notamment, comme j'en ai déjà parlé, la posture de l'éducatrice, voilà, de se aider, être au service de l'enfant, et l'aider à révéler son potentiel. Alors bon, c'est joli comme idée, voilà, mais c'est une réalité, voilà, qu'on essaie d'incarner fidèlement jour après jour. Et puis il y a aussi, alors pour les 6-12, cette idée que, voilà, en début d'année, on présente les grands récits aux enfants, des grands récits. Donc il y a le grand récit de la formation de l'univers, le grand récit de la formation de la Terre, le grand récit de l'apparition de la vie, le grand récit de l'être humain, le grand récit de l'alphabet et le grand récit des nombres. Et en fait, ça correspondait bien à ma sensibilité, ça correspondait à ma sensibilité théâtrale. C'est vraiment des récits théâtralisés où on peut faire exploser des volcans, on projette le ciel étoilé au-dessus de leur tête, et où on leur fait sentir, c'est ça le but, frapper leur imaginaire et leur faire sentir qu'en fait, ces grandes histoires, elles nous appartiennent en tant qu'humains. Elles ont été écrites pour certaines par les humains qui nous ont précédés. Ça me donne toujours la chair de poule en vous racontant ça. Et elles appartiennent surtout à cet enfant qui arrive et que lui va pouvoir s'inscrire en fait dans cette grande histoire, contribuer à la faire avancer encore, et qu'il a cette place vraiment fondamentale, comme tous les êtres vivants l'ont aussi. Et tout de suite, voilà, les enfants, après ça, voilà, c'était incroyable cette année, d'ailleurs, ils se sont tellement pris dans l'histoire qu'ils ont passé des journées entières à écrire, des élèves de CP, donc ils ne savaient pas écrire, mais phonétiquement, des pages entières de textes, de récits pour nous raconter le récit à leur tour. Vraiment, c'était assez... Et donc c'est tout à fait différent, voilà, que de devoir apprendre une longue liste de dates, des faits, etc. C'est vraiment... voilà, les mettre au cœur de cette histoire et la rendre vivante. Donc ça, c'est un des aspects qui ont fait qu'on est vraiment tombé dans cette pédagogie Montessori. Et comment vous faites, puisqu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs classes, voilà, et vous êtes contraint à respecter un programme? Alors, en tant qu'école privée hors contrat, le programme ne nous est pas opposable. Donc on n'est pas soumis à un programme. Par contre, j'estime, en tant que directrice, qu'on a quand même une obligation par rapport aux enfants.
parce qu'ils peuvent très bien quitter l'école. C'est ce que j'allais dire. Les enfants de 12 ans, ils vont aller en 6e. Déjà, ils vont aller au collège. Mais avant ça, ils peuvent partir parce qu'ils déménagent, ils ne vont pas forcément faire tout leur cycle chez nous. Donc sur le plan vraiment strictement académique, on essaye de donner les connaissances de chaque niveau aux enfants. Ce qui n'est pas compliqué parce qu'en fait, le matériel Montessori, par exemple, il va jusqu'à la fin du collège. Le matériel qu'on utilise en primaire, il va jusqu'à la fin du collège. Et en langage, voilà, ils avancent, enfin, sauf s'il y a des problèmes particuliers, hein, mais ça, on arrive assez aisément à leur donner les acquis de chaque niveau de classe. Et par contre, pour tout ce qui concerne l'histoire et la géographie, tout ça, c'est plus en fonction de leur projet. Mais d'une manière générale, enfin, on arrive à voir quand même toutes les périodes qui sont apprises dans les cycles, dans le cycle primaire, mais souvent de manière beaucoup plus approfondie. Voilà, parce que les enfants font des recherches, il y a aussi on pratique ce qu'on appelle les petites sorties. Donc les enfants, un enfant passionné par, je sais pas, l'astronomie peut aller rencontrer un scientifique ou l'inviter. Voilà, donc ils vont souvent très loin dans leur projet. D'accord. Donc ils ne sont pas forcément en décalage au niveau apprentissage s'ils changent ou s'ils intègrent une école classique, pas du tout. Non, alors après, bien sûr. Bon, ils seront déçus. Enfin, voilà. Bon, on a fait aussi des enfants avec des profils particuliers parce que bien sûr, nos écoles peuvent permettre de le faire ou pas, hein, parce qu'on n'a pas forcément malheureusement des moyens humains comme les AESH. Mais on a aussi des enfants avec des profils particuliers qui, eux, progressent à leur rythme, et c'est aussi ça qu'on leur propose. D'accord. Alors on va quand même dire à l'internaute que nous ne sommes pas, on ne s'est pas installé dans la salle de classe. Pourquoi Valérie? Pourquoi on ne s'est pas installé dans la salle de classe? Alors, on ne s'est pas installé dans la salle de classe parce qu'en fait, on la vide chaque été pour que le collectif puisse en bénéficier. Voilà, ça permet. Voilà. Nous sommes le 5 juillet. Des manifestations culturelles dans cette grande et belle salle que nous avons la chance d'occuper le reste de l'année. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi. Caroline. Bonjour Nanou. Salut, merci de m'accueillir dans ton appartement qui est très très sympa. Merci. Depuis combien de temps tu habites au domaine des possibles? Alors au domaine du possible, ça va faire 2 ans, 2 ans tout juste. Je suis avec mes affaires en juillet il y a 2 ans. Ouais. J'ai eu une première transition un peu en location, en observation, voir comment ça se passait entre les gens, environ 6 mois, pour voir comment je m'adaptais à l'environnement, si je me plaisais, et si aussi tous les autres habitants se plaisaient à mon contact et au contact de mes enfants. Donc c'est donc tu as 2 enfants? Voilà, j'ai 2 enfants là qui vont avoir 7 ans, donc quand je suis arrivée ils avaient 5 ans. 2 enfants très vivants, donc voilà, avec tout ce que ça génère. Et donc j'ai trouvé que cette phase, entre guillemets, était vraiment très intéressante parce que ça a permis, parce que entre le moment où j'ai connu le projet et puis vraiment le vivre, il y a quand même un gros gap. Et une fois qu'on est en immersion dedans, ça prend toute sa réalité, toute son ampleur. Et du coup, on voit aussi si on est fait pour ça, si c'est vraiment en accord avec ce que l'on veut vivre sur du long terme, parce que l'idée c'est de pérenniser les choses. Tu connaissais avant les habitats partagés? C'est quelque chose que tu souhaitais déjà? J'ai connu en fait via l'école. Puisque j'ai tout de suite, j'ai été très intéressée par le projet de l'école par rapport à mes enfants. Ah, l'école de Valérie. Oui, l'école de Valérie, l'école sous les arbres. Et du coup, j'ai soutenu la création de ce projet vraiment dès l'origine. Tes enfants y vont? Ouais, mes enfants y vont depuis la création de l'école. Et la première année, c'était pas ici, c'était sur un autre lieu. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert aussi le lieu. Il y avait tout un projet de forêt comestible. Donc avec les enfants, on avait participé à planter les arbres, tout ça. Donc c'était vraiment les premières initiations. Et moi j'ai beaucoup aimé le projet et tout ce qui tourne autour. L'habitat et puis toute la multitude de projets, de valeurs qui sont partagées aussi au sein des habitants. Ça me parlait beaucoup. Et donc j'ai été pas mal en observation. Et voilà, à l'époque... Et au bout de 6 mois, tu as décidé de t'installer? Voilà, en fait j'ai connu le projet avant vraiment de venir ici. Il m'a fallu, je pense, 1 an et demi, voire 2 ans, entre la première fois où j'ai entendu parler de ce projet et puis quand j'ai emménagé. Voilà. À l'époque, j'étais mariée, j'aurais aimé venir ici avec mon mari, mais c'est un projet qui, soit il faut le prendre à bras le corps à 2, soit sinon ça se fait pas. Donc ça n'a pas été possible à l'époque, et puis après la vie faisant que je me suis séparée, et en même temps il y a un couple qui devait venir ici,
et qui a annoncé qu'il ne venait pas. Donc il y a une petite place qui s'est faite du jour au lendemain, exactement au moment où moi, je cherchais un logement et tout, et j'ai dit c'est formidable, je saute sur l'opportunité. Et du coup, ça a permis d'aligner mon projet avec une réalité, donc c'était chouette. Et alors, si tu regardes en arrière, 2 ans après? 2 ans après, alors en fait, par rapport à tout ce que j'imaginais dans la tête, c'est vrai, l'immersion a été très très révélatrice. Il y a un gros décalage entre ce que j'avais dans la tête et vraiment toute la réalité. En fait, j'ai pris... Alors je pense qu'il faut bien 6 mois, 1 an, pour à chaque fois prendre de l'ampleur. J'ai apprécié énormément les gens qui habitent ici. Donc il y a toute une phase de lien, en fait, affectif qui se noue au fil du temps. Et ça a pris vraiment de l'ampleur. Chez moi, j'aime beaucoup les interactions entre les gens. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime ça ici. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté dynamique de vie collective. Il y a toujours quelque chose qui se passe ici. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le vivre. Hein. On a beau se le dire, tout ça, voilà. On a fait toute une année où il y avait beaucoup d'animations. Généralement une animation par mois. Pour le public extérieur, donc on a fait une fresque du climat, on a reçu des gens pour leur montrer ce qui était comestible dans la forêt, il y a eu des jeux en extérieur, enfin voilà, il y avait une dynamique, 1 fois par mois, on faisait des animations pour le grand public. Et c'était super chouette, super vivant, donc tout ça, ça a pris de l'ampleur et ça a pris, pour moi c'est devenu une réalité. Voilà. C'est ce qui t'a plu et c'est ce qui t'a étonné par rapport à ta vie d'avant? Ouais. Ouais, parce que tu dis, il y a une grande différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Et oui. C'est quoi ces grandes différences? C'est toutes ces affinités et toutes ces activités qui se passent? Ouais. Il y a vraiment le côté affection qui joue beaucoup. Il y a le côté d'être entouré par, moi je dis, des chouettes personnes. En fait, chaque personnalité est très différente et apporte sa pièce à l'édifice. Et c'est vraiment super intéressant, super constructif. Tous un peu, on prend de vous apprenez tous des uns et des autres? Ouais, il y a vraiment des interactions, on peut échanger sur de nombreux sujets. Et ça, c'est super chouette, donc vraiment... Et pourtant, vous êtes nombreux, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité. C'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il y a une dynamique ici quand même qui est vraiment proactive. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes, il y a des choses qui sont mises en place en termes d'action pour aller au-devant de certains conflits, certains questionnements. Il y a eu des conflits par le passé comme partout. Oui, ça. En fait, il y a une dynamique qui est mise en place pour essayer de moins mettre possible, parce que rien n'est parfait, mais de ne pas mettre trop de choses sous le tapis et de pouvoir discuter des choses ouvertement. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. On se voit tous un long moment les mercredis. Enfin, on se fait une réunion par semaine, on discute, et ça c'est vraiment bien. Et on fait aussi ce qu'on appelle des soins relationnels. On se fait des temps. Les soins relationnels, en fait, alors c'est un peu particulier, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais en fait on fait un temps qui va être de l'ordre du quart d'heure, 10 minutes, où on se voit en binôme. Et là on part de notre interaction à nous deux. Et l'idée c'est de faire ça avec tout le monde. Et donc du coup de discuter de nous en fait. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qui gratte, qu'est-ce qui est justement un peu sous le tapis. Ou de dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur pour la... Oui, ou ce qui nous anime, ce qu'on aime dans notre relation, voilà. Et ça c'est un temps sympa parce qu'en fait souvent on sort de ces trucs, c'est chouette en fait, on se sent un peu, ça fait du bien en fait des fois de prendre du temps pour se dire ce qui va bien. Et de pouvoir avoir un temps pour dire ce qui ne va pas. Voilà. Généralement, il y a beaucoup plus de choses qui vont. Mais tant mieux. C'est pas facile, hein. 9 foyers, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et alors, pour la suite, tu te verrais revivre seule dans ton appartement, avec tes enfants, classiquement comme avant? Ou pour toi, c'est une évidence, tu veux continuer dans un habitat partagé? Ah ouais, je m'y sens bien. Je m'y sens bien, je m'y sens à ma place. J'aime ce côté... dynamique. Alors j'aime pas le terme communauté parce que pour moi on n'est pas une communauté. Alors non, ça ressemble pas à une communauté du tout. Mais il y a un truc d'interaction entre plein de gens. Et non, ouais, j'adore ça, j'adore ce côté. Et je ne me vois pas vivre comme un élément
monoparentale dans voilà, un toute seule. Non, pas du tout. Non, puis là, les enfants sont tout le temps en sécurité. Là, d'ailleurs, ils sont hors de l'appartement, ils sont susceptibles de surgir d'un seul coup. Ils sont dans la forêt. Tu sais qu'il y a toujours des adultes autour, et ils sont en sécurité, quoi. Donc ça, c'est rassurant, c'est agréable. Une fois, Alain m'a dit, au tout début, c'est les enfants qui sont le plus heureux ici. Oui. Je pense que c'est très vrai quand même. Oui, je pense aussi. Voilà. Et ça les confronte un peu aussi à la vie, parce qu'en fait, très tôt, ils sont un peu en collectif, donc avec d'autres enfants, avec toutes les tensions et les chamailleries que ça peut amener, et aussi les discussions que ça peut emmener. Il y a des plus grands, il y a des plus petits, il y a des... Voilà. Les miens sont très vivants, donc ça passe pas inaperçu. Mais c'est chouette, c'est une bonne dynamique. Les enfants sont les plus heureux ici, et j'aime souvent je repense à cette phrase qui est un dicton africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant, et je le vois en fait que les interactions multiples qu'ont les enfants entre enfants et les enfants avec plein d'adultes, c'est très enrichissant pour eux. Des fois ils font de la musique avec Will, ils vont faire de la cuisine avec Marion, ils vont faire bricolage avec quelqu'un d'autre, ou ils vont faire des jeux avec Guillaume. C'est vraiment des interactions très enrichissantes. Bonjour Martine. Bonjour. Dis-moi, je crois que tu es une des dernières arrivées sur l'habitat partagé, sur le domaine. Qu'est-ce qui t'a donc motivé? Alors depuis quand tu es là exactement? Quand est-ce que tu es arrivée? Et puis qu'est-ce qui t'a motivé pour vivre dans un habitat partagé avec autant de foyers? Parce que 9 foyers, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, moi, ça faisait longtemps que je cherchais un endroit pour partager justement un lieu de vie, et j'avais fait plusieurs tentatives, plus ou moins, avec une amie, mais finalement ça ne me convenait pas, c'était un petit peu trop loin de Clermont, avec un autre ami malvoyant, même aveugle, qui cherchait quelqu'un pour partager un logement avec lui, mais lui ne voulait pas quitter Paris, et moi j'avais hors de question que j'aille à Paris. Et donc, bon, c'était resté comme ça, et petit à petit, j'ai trouvé une annonce sur Facebook, et c'était marqué simplement le domaine des possibles recrute. Et j'avais pas plus d'informations que ça, donc j'ai regardé ce que c'était que le domaine des possibles, et puis quand j'ai vu qu'il y avait des familles, que c'était des jeunes, qu'il y avait un grand parc, qu'il y avait un grand espace, un château, bon, ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai pris contact avec eux, et la sélection se fait sur un assez long terme, puisque j'ai contacté en avril, et que j'ai signé en fait mon entrée dans la SCI en décembre 2024. Voilà, donc je suis la dernière, avec Caroline, le même jour que Caroline. Voilà. D'accord. Et alors depuis 6 mois à peu près? Oui, mais alors là, en décembre, je n'avais pas de logement, puisque les logements ne sont pas tous terminés, on est encore en travaux. Et donc, il y a eu une opportunité qui s'est présentée, c'est qu'un des associés a quitté son logement provisoirement pour 3 ans. Et donc, j'ai pu occuper son logement, après discussion avec le groupe, bien entendu. C'était ma demande, c'était pas forcément leur projet, etc. Et donc, j'ai pu occuper son logement pendant les quelques mois, là. Et là, je viens de nouveau déménager pour occuper un deuxième logement provisoire. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Alors pourquoi provisoire? Parce que pareil, le logement n'est pas terminé. Ah oui, ok, voilà, d'accord. Il va encore être en travaux, et il va accueillir une famille avec 2 enfants. D'accord. Donc ça ne sera pas mon logement définitif. Mon logement définitif, il sera plus tard dans un studio. En fait, c'est plus un F1, chambre, salon, etc. Mais qui est déjà tout fini, lui, par contre. D'accord. Mais il est occupé actuellement. Voilà. Okay. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, dans la mesure où je peux participer quand même aux activités du domaine, que j'ai fait des travaux cet été. J'ai participé à la réalisation du logement de Guillaume, un des participants. Voilà, et puis après on a fait le logement de William et Eve. Donc ça c'est celui qui vient d'être terminé. Et maintenant on va commencer le logement du 2e étage. Alors comment tu te sens au milieu de toutes ces familles? Moi je trouve que c'est vivant, voilà, c'est très vivant. Avant j'étais dans un appartement en ville, à Clermont-Ferrand. J'avais mon fils qui était avec moi, un locataire, c'était un étudiant étranger, mais j'avais très peu de contact avec eux. Donc en fait on mangeait pas ensemble, on discutait pas ensemble, on rentrait jamais à la même heure. Donc finalement j'avais plus l'impression de vivre toute seule, quoi. Donc c'était pas du tout la même ambiance. Alors là vous mangez pas au quotidien, vous mangez pas ensemble. Mais voilà, voilà, vous pouvez partager les repas. On peut partager des repas. Alors, généralement c'est le vendredi parce que c'est plutôt la soirée pizza, je sais. Voilà, la soirée pizza, donc c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. On a aussi les week-ends travaux. Pendant les week-ends travaux, on est obligé d'être là. Même si on n'est pas compétent pour certains travaux. Moi je ne suis pas compétente ni en plomberie ni en électricité, mais je peux toujours aider, voilà.
Et puis je peux faire la cuisine aussi, c'est ce qui m'arrive aussi de temps en temps, comme tout le monde. On le fait à tour de rôle. Et puis aussi, voilà, donc simplement préparer ou enchaîner. Voilà, faire de la tapisserie, par exemple, ça, je pourrais le faire, je l'ai fait. Et donc tu ne retournerais pas pour l'instant dans un appartement en ville? Non, bah non, ça n'a jamais été mon projet d'être en appartement. Donc j'ai toujours cherché aussi à avoir un jardin depuis que je suis en appartement. Mais là, t'es servi, hein? J'ai toujours eu des jardins, j'ai toujours jardiné et c'était toujours à l'extérieur de mon appartement. Alors tu as fait ton petit jardin potager oui, du côté de la maison de Paul, hein, c'est ça? Voilà, parce que Paul me l'a proposé, parce que lui maintenant se sent trop âgé pour continuer à faire son jardin, mais en même temps il voulait pas que ça se perde, que cet endroit soit négligé, donc il m'a proposé de le faire. Alors il le fait un petit peu avec moi, il désherbe par exemple, mais je peux planter tout ce que j'ai envie de planter et c'est une très bonne collaboration, je trouve, de mon point de vue. Voilà. Merci Martine. Merci. Alain, salut. Oh là là, tu m'as l'air en plein travaux là. Dis-moi, tu es là depuis le début, toi? Je suis là depuis le début, oui. 5 ans et demi? 19 décembre 2019. Ouais. Donc oui, à peu près. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé pour vivre dans un habitat partagé? Ma motivation, en fait, c'est une longue histoire, ma motivation. Alors, tu vas me la faire en très courte? Voilà. Mais je crois, en fait, notre vie, des fois, dit qui on est, quoi. Et je crois que je suis quelqu'un du collectif. Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie au sein de collectifs, à vivre avec des collectifs, à organiser des collectifs, à vivre en internat. Donc pour moi, il y avait comme ça, je crois que c'est dans ma nature, on pourrait dire. Voilà. D'accord. Et 5 ans et demi après, qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce qui t'a fait grandir? Quels sont les moments est-ce qu'il y a des moments où tu te dis non, c'est trop dur, je repartirais bien dans un appartement tout seul? Sur le plan personnel, c'est une vraie expérience en fait. Il y a beaucoup de gens qui suivent des chemins philosophiques, ésotériques, etc. Vivre ensemble, c'est un chemin de vie, quoi. Parce que je pense que... Et c'est le plus compliqué en fait, c'est que ça nous met, et ça me met moi également, hein, à l'épreuve en fait, à l'épreuve de l'autre, à l'épreuve de moi-même. Et j'aime bien en fait. En fait, j'aime bien. Voilà. Il y a des fois, je me dis... Ça te remet en question en permanence? Ouais, je me dis, oh là 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 là, ça vient gratter mes limites, ça, je sens que je vais craquer. Et en fait, je me dis, ben non, soit tu craques, soit c'est toi qui pousse encore un peu tes limites de la tolérance, quoi. C'est des choses très pratiques, là. Tu vois, il y a des fois, je vide les lave-vaisselle, mais on continue, quoi. Je me dis, tiens, mais pourquoi d'autres le font pas? Bon, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres le font en plus. Hein. Et là, je me dis, non, tu vas continuer à le faire. Voilà. À ranger les affaires qui traînent. Voilà. Plutôt que de me mettre en colère, et je me dis, c'est un bon chemin de vie, en fait. Voilà. Oui, parce qu'en fait, chacun doit aussi se dire des choses comme ça sur d'autres plans. C'est ça la vie en collectivité. Oui, enfin, surtout sur les plans. Oui, là, je parlais de plans un peu du ménage et de ce que ça peut, enfin voilà, de notre confort. Ça peut être sur le jardin, ça peut être sur plein de trucs. Ça peut être sur plein d'éléments. Chacun repousse ses limites en fait. Voilà. Et ça, ça nous... En fait, quand on dit on repousse nos limites, enfin, à la fois on repousse nos limites et à la fois on ouvre celle de l'autre, quoi. Oui. Donc c'est... Voilà. C'est un double mouvement, ça. Voilà. Surtout que tu es arrivé là, tu venais de te mettre avec Valérie. Oui. Donc ça faisait beaucoup de nouveaux. Parce qu'en plus, donc une famille recomposée avec des enfants. Et tout ça dans la nouveauté d'un habitat partagé. Pas évident, hein? Où vous n'aviez pas vos cuisines chacun, et les appartements n'étaient pas tout faits. Bon, mais ça, c'est pareil. C'est des parcours de vie. Souvent dans ma vie, en fait, j'ai changé de compagne, on pourrait dire, de travail, de lieu de vie, etc. C'est comme ça, c'est même pas des choix, donc je me dis, bah tiens, voilà, l'histoire se reproduisait à ce moment-là. Enfin, il y a des fois, j'ai un regard un peu béat sur la vie, comme ça, on s'est dit, ah tiens, des choses se reproduisent. Bon, après, oui, on a été les premiers arrivés, pas tout à fait les derniers installés, mais c'est vrai que c'est nous qui avons notre cuisine en dernier. Mais ça, c'est aussi lié à, comment dire, à une philosophie, pour moi. En fait, on le voit, quand je disais en préalable, moi je suis quelqu'un du collectif. En fait,
En fait, moi, je suis quelqu'un des communs. Je suis socialiste, moi, sans connotation politique, politicienne. Et donc, souvent, et Valérie m'a suivi là-dessus, on a fait passer l'intérêt commun avant nos propres intérêts. Et ça, de nombreuses fois dans ce projet-là. C'est ça la difficulté. Hein. C'est cet équilibre-là, voilà. Et moi, je suis plutôt du côté des communs. Ouais. Donc pas de regret, tu ne retournerais pas en appartement ou en maison individuelle? Je ne sais pas ce que tira la vie, hein. Mais en tout cas, je me plais ici. Ça, c'est une certitude. Ouais. Voilà. Et tu vas retourner aux travaux de la cuisine? Et je vais retourner dans des travaux d'aménagement de notre cuisine. Voilà. Ouais. Bon, c'est satisfaisant aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien faire tout un tas de choses, dont des travaux, de bricolage. Quoi. Merci Alain. Je te remercie, toi aussi.